séquence de rappel, je vais vous parler des classes et de l'héritage en Java. Alors, les classes, c'est évidemment primordial puisque Java est un langage objet. Quel est le besoin d'origine? Eh bien, l'idée c'est d'encapsuler. On va avoir des entités dans notre programme, des entités qui vont avoir une partie privée, qui va par exemple décrire le contexte de l'entité, et puis qui va avoir des parties publiques, qui vont par exemple permettre de modifier, d'agir sur le contexte. Et cette idée d'encapsulation, elle se fait à travers la notion de classe et d'objet. Une classe, c'est un modèle qui va être instancié, donc vous allez avoir plusieurs exemplaires, qui vont différer par le contexte qu'elles vont embarquer, et en fait, ces instances, on appelle ça des objets. Du coup, il faut penser un peu différemment, à la fois en termes de services offerts, les méthodes, les primitives, on parle de manipuler les classes, les objets en fait, parce qu'on ne manipule jamais les classes, on manipule les instances de ces classes, et puis les données requises pour pouvoir mettre en œuvre les classes en question. Eh bien, une fois qu'on a posé cette notion de base qu'est la classe, c'est intéressant d'ajouter la notion d'héritage. L'idée est de pouvoir dire, plutôt que de reconstruire un objet à partir de rien, on va par exemple enrichir un objet déjà existant. Par exemple, si j'ai une classe animale, je vais pouvoir en déduire une classe mammifère qui va être un animal mais avec quelques fonctions supplémentaires. Et je peux enfin dériver de la classe mammifère la classe humain qui n'est pas autre chose qu'un mammifère mais avec des caractéristiques particulières. Alors en fait, mammifère et animal sont des superclasses de humain et puis humain est une sous-classe de mammifère. Donc on va avoir comme ça des hiérarchies de classes où on va pouvoir factoriser. Donc l'intérêt c'est que par exemple une fonction qui serait naissance, elle est propre à tout animal. Peut-être que la naissance va être différente, elle va être surchargée parce qu'on va modifier la procédure de naissance pour un mammifère et peut-être qu'on va aussi la surcharger pour un humain pour faire en sorte que ça dure 9 mois de gestation, des choses comme ça. Mais vous voyez, on va à chaque fois reprendre ou enrichir ou s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà. Par exemple, on peut dire que la notion d'âge, elle est propre à tous les animaux et pas simplement aux humains. Un autre mammifère, par exemple, de mammifères, on pourrait dériver des chats ou des chiens qui ont eux aussi un âge. Et du coup, on voit que la notion d'âge, elle est héritée d'extrêmement haut. La plupart des langages objets, vont pousser cette technique jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans un langage comme Java et dans tous les langages objets, vous avez une classe root dont toutes les autres classes dérivent. Quand je vous dis dans une autre séquence, par exemple, que les types énumérés sont implémentés sous forme de classe, c'est une bidouille de ce type-là. On a intérêt à tout mettre sous cette forme-là, c'est beaucoup plus homogène, c'est beaucoup plus pratique. Dans une classe, on a 3 parties. La première partie, ce sont les attributs. Les attributs ici vont permettre de définir ce qui va caractériser une instance de la classe d'une autre instance de la classe. On a 3 types d'attributs. Les attributs qui sont publics, c'est-à-dire qui sont accessibles de l'extérieur. Si j'ai la référence sur un objet de cette classe, je peux accéder à l'attribut. Les attributs qui sont privés, même si je dispose de la référence à l'objet, je ne peux pas accéder à l'attribut. Et enfin, les attributs qui sont protégés. Alors ça, c'est un peu particulier. Ils sont publics, mais uniquement pour la descendance. C'est-à-dire qu'ils ne seront accessibles que pour les objets d'une sous-classe de la classe considérée. Les constructeurs sont des méthodes particulières qui permettent d'élaborer l'objet. C'est-à-dire que lorsque je vais créer une instance de ma classe, il y a une phase un peu particulière qu'on appelle l'élaboration. Et pour créer cet objet, par exemple, lui donner une valeur par défaut, je vais passer par ce constructeur qui peut avoir un ou plusieurs paramètres. On peut bien évidemment avoir plusieurs constructeurs. On peut imaginer que je veux construire un individu en lui donnant simplement son nom, ou je veux construire un individu en lui donnant son nom et son prénom, et je veux construire un individu en lui donnant son nom, son prénom et son adresse. Je vais avoir 3 constructeurs. Évidemment, ils ne différeront que par les paramètres que je vais leur transmettre. Et puis,
le constructeur, j'ai dit, c'est un primitif, c'est une méthode particulière. On a ensuite des méthodes de manipulation de la classe. Chaque méthode rend un service aux classes qui vont être utilisateurs de cette classe-là. Par exemple, si j'ai une classe étudiant et que je suis une autre classe qui utilise l'étudiant, eh bien, par exemple, je vais pouvoir récupérer le nom de mon étudiant, le prénom de mon étudiant, des choses comme ça. Je vous ai dit que les attributs, il y avait des attributs de type privé, public, protégé. Eh bien, c'est la même chose pour les méthodes. Eh bien, je vais avoir des méthodes publiques, protégées ou privées. Alors, un point important, je l'ai déjà mentionné dans d'autres séquences, vous avez une méthode particulière. Je vous ai dit que les langages objets avaient un objet racine, root, qui existe sans exister, mais qui va permettre de tout construire ensuite. Eh bien, cet objet, il a une méthode qui est prédéfinie, qui s'appelle toString. Et c'est la méthode qui, par définition, permet d'afficher l'objet. Par défaut, l'implémentation de toString affiche juste une adresse, mais pour certaines classes, c'est surchargé. Par exemple, sur des tableaux ou sur des collections, vous avez un toString qui va vous afficher la taille de la collection. C'est-à-dire que vous avez intérêt à surcharger cette méthode toString. C'est intéressant si vous voulez ensuite tracer et voir ce qu'il y a dans un objet de façon intelligible et pas simplement via un pointeur. Regardons notre exemple. Dans une autre séquence, on avait déjà utilisé cet exemple étudiant. Là, on va le modifier un petit peu. Alors, première chose quand même importante, ici, l'ancienne méthode s'appelait affecter numéro. En fait, une méthode qui va permettre d'affecter la valeur d'un attribut, c'est une méthode qui a un nom particulier, on appelle ça un setter, du verbe anglais to set, affecter. Et puis, des méthodes qui vont permettre de récupérer des valeurs, par exemple ici, la méthode toString, quelque part elle a ce rôle-là, mais je peux avoir une méthode qui serait la récupération du nom de mon étudiant ou du prénom de mon étudiant. Et bien cette méthode-là, on va appeler ça un getter. Donc setter c'est pour affecter, getter c'est pour récupérer. Donc la convention quand on a un setter, c'est de l'appeler set, le nom de l'attribut. Donc ici, je l'ai appelé set numéro. Bon, si on veut être cohérent d'un point de vue linguistique, j'aurais dû l'appeler set number, mais bon, ça c'est simplement un choix de construction d'identificateurs. Je fais un cours en français, même si j'ai des néologismes anglais qui traînent, j'ai mis mes identificateurs en français, c'est un choix. Vous notez d'ailleurs que le nom des attributs, les identificateurs, eux, sont avec des minuscules. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ici, nos constructeurs, c'est la seule méthode qui a une majuscule et qui doit forcément avoir le nom de la classe. Donc, ici, j'ai respecté la convention, j'ai utilisé toString, et puis j'ai ici fait set numéro. Ce que je souhaite faire dans cette classe, c'est l'étendre. L'étendre, c'est-à-dire un étudiant n'est pas seul, un étudiant il est binomé, comme vous dans vos séances de travaux pratiques. Pour cela, je vais créer une sous-classe, étudiant binomé, qui va étendre étudiant 2, la nouvelle variété d'étudiants que j'ai créée. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais construire plusieurs constructeurs. Donc j'ai un constructeur qui me construit un étudiant à partir de son nom et de son prénom. Donc j'ai repris le même constructeur que précédemment. Et puis j'ai un deuxième constructeur. Lorsque j'ai déjà un étudiant et que je veux binommer ce premier étudiant avec l'autre, eh bien ce que j'ai là, c'est que ce constructeur va me permettre d'associer directement un premier étudiant à un deuxième étudiant dans la construction. Et puis j'ai des méthodes autour de ça, et en particulier j'ai besoin d'un setter, parce que si au moment de construire le deuxième, je peux affecter le premier, il faut que je fasse le lien de mon premier étudiant vers le deuxième, donc j'ai besoin d'un setter pour affecter le binôme. Et puis j'ai ici ma primitive toString qui a un comportement un petit peu plus compliqué, parce que j'affiche soit un étudiant en indiquant qu'il est solitaire, soit un étudiant qui est binomé, en allant récupérer les informations de l'autre binôme. Et je peux le faire puisque dans ma classe, prénom et nom, c'était des attributs publics, donc accessibles par l'extérieur. Alors pour tester les étudiants binomés, je fais toujours un programme de test avec mes programmes et vous devez en faire autant. Et bien c'est facile. Là je crée ici 3 étudiants binomés.
donc gendarme, policier et Gaston Lagaffe. Et puis je vais faire un set numéro sur mes 3 étudiants. Je vais dire que E1 est binommé avec E2. Et vous voyez que E1 est binommé avec E2 parce que E2 avait été binommé avec E1. Et je vais donc pouvoir afficher mes binômes. J'affiche ici E1, puis E3. J'aurais pu afficher E2 et j'aurais eu probablement un affichage voisin. Si j'exécute ça, eh bien ça donne l'affichage suivant. On n'est pas surpris. Alors en guise de conclusion, il faut retenir que 1. L'héritage permet d'étendre une classe. D'étendre une classe, d'en changer son comportement. On peut soit, si on ne rajoute rien, on va appeler, lorsqu'on appelle la méthode Toto d'une classe donnée, qui n'a pas été surchargée, on va remonter à la superclasse. Si la méthode Toto n'existe pas, évidemment, ça va planter. Si la méthode Toto existe dans la superclasse, c'est celle-là qu'on va exécuter. Si la méthode Toto a été surchargée dans la classe courante, celle qui hérite de la superclasse, eh bien, dans ce cas-là, c'est ce comportement modifié qui va être utilisé. Et on peut également rajouter d'autres attributs, et puis rajouter des méthodes qui n'existaient pas dans la superclasse. Par contre, ce mécanisme ne permet pas de supprimer des méthodes ou des attributs. Quand on fait ça, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on surcharge une méthode dont on ne veut plus qu'elle soit utilisée, en faisant en sorte qu'elle ne fasse rien ou qu'elle lève une exception, on va voir plus tard ce que c'est que les exceptions, qui dit, ben voilà, tu n'as pas le droit d'utiliser cette méthode pour cette sous-classe. On peut du coup définir des généalogies assez complexes. Et quand on regarde par exemple des langages comme Java ou C++, qui ont des bibliothèques d'utilitaires qui sont livrées avec les programmes, les bibliothèques standards de fonctions, eh bien vous voyez qu'elles sont bien structurées. Regardez par exemple les utilitaires pour la concurrence, on les verra un peu plus tard, mais les utilitaires pour tout ce qui est tableau, collection, etc. Ils sont tous structurés et vous voyez qu'il y a des choses codifiées à certains niveaux et plus on raffine, plus on va rajouter du comportement à des opérateurs qui sont parfois beaucoup plus simplifiés. Alors il y a une remarque importante, c'est qu'il y a des langages objets pour lesquels vous avez une classe donnée qui peut hériter d'une classe A et d'une classe B, ou plus de plusieurs classes, ce qu'on appelle l'héritage multiple. En Java, il faut que vous sachiez, une classe n'hérite que d'une seule superclasse et pas de plusieurs superclasses. Au contraire, par exemple, de C++. Donc, c'est une contrainte et on va voir que dans la partie concurrente, il y a des moyens de passer outre ce type de contrainte. Ben, vous savez tout. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.